Quand on joue au jeu des trônes, soit l'on gagne, soit l'on meurt. Et jouer, au final, c'est peut-être juste une succession de choix que tu fais en fonction des cartes qui t'ont été distribuées et de ta capacité à les utiliser à bon escient en fonction du contexte et des règles du jeu, que ce soit pour les suivre ou les briser, ces règles du jeu d'ailleurs. Gagner reviendrait donc à faire une succession de bons choix politiques et perdre, l'inverse. Évidemment, le contexte est important pour déterminer si une décision est bonne ou mauvaise, car bien entendu, les choses sont toujours relatives et notamment lorsqu'il s'agit de politique. Par exemple, pour un roi ou pour un dirigeant, prendre la décision de tuer quelqu'un, tuer est une mauvaise décision. Dans l'absolu, c'est quelque chose de mal. Mais dans le cas où cette personne représenterait un danger pour le pays et pour toi, par exemple, où elle voudrait te tuer pour prendre le pouvoir et établir une dictature militaire, eh bien, faire assassiner cette personne n'est pas nécessairement considéré comme un mauvais choix. Et c'est la question qui se pose lorsque Jaime Lannister décide de planter une épée dans le dos du roi fou. Était-ce une bonne ou une mauvaise décision? Bienvenue dans Dracarys, l'émission qui parle de Game of Thrones et de politique, et aujourd'hui on va s'attacher à comprendre ce qui fait qu'une décision est bonne ou mauvaise pour un dirigeant. Alors dans un dilemme comme celui auquel fait face Jaime Lannister, et qu'il doit lui résoudre en l'espace d'une fraction de seconde sous peine de laisser passer sa chance, comment peut-on déterminer quelle est la bonne décision à prendre? À choisir entre la vie d'un roi très clairement en proie à la folie et la vie de ton père, dont ce même roi réclame la tête. À choisir entre risquer potentiellement de mourir et être certain que des milliers d'innocents vont périr par la folie du roi. Entre trahir le serment que tu as prêté envers ton pays et celui que tu as fait à ton roi. Comment, en l'espace d'une fraction de seconde décisive, Jaime a-t-il réussi à faire la part des choses, à mettre dans la balance son honneur et le bien du pays? Les personnages du jeu des trônes sont, tout comme Jaime, de par leur position d'influence politique, amenés à devoir prendre toute une série de décisions qui ne va pas seulement les affecter personnellement, mais qui va aussi affecter le destin de toute la communauté et de tout le pays qu'ils sont censés servir en tant que dirigeants. Parce que c'est là toute la difficulté d'un dirigeant politique. Comment être certain, lorsque tu incarnes quelque chose de plus grand que toi, que les décisions que tu vas prendre à titre personnel vont être les bonnes pour la communauté tout entière? Lorsqu'on incarne autre chose que sa propre personne, comment être sûr que les décisions qu'on prend individuellement vont affecter positivement l'ensemble de la communauté? Alors dans cet épisode, je vais m'en tenir aux dirigeants qu'on pourrait qualifier de bien intentionnés, à savoir des personnages qui essayent sincèrement de faire le bien de la communauté qu'ils représentent, du pays qu'ils représentent, et qui tentent, avec plus ou moins d'erreurs, de servir l'intérêt commun, et non leurs intérêts personnels, les intérêts de leur famille, ou les intérêts par exemple de la banque de fer, comme ce peut être le cas de Cersei dans la saison 7. Enfin bref, des dirigeants qui servent autre chose que leur petite personne ou des intérêts d'une petite minorité. Et je vais prendre 3 exemples principaux qui me semblent essentiels pour éclairer la question centrale. Comment un dirigeant peut-il savoir quelles sont les bonnes ou les mauvaises décisions? Je veux parler de Robb Stark, de Daenerys Targaryen et de Jon Snow. Robb Stark en premier lieu. Rappel des faits, Robb Stark est parti en guerre contre les Lannister après que son père et ses sœurs ont été retenus en otage à Port-Réal. Après la décapitation de son père Ned Stark, Robb est reconnu comme roi du Nord par tous ses bannerets, malgré les doutes qui subsistent sur sa capacité à mener une armée vu son âge et son inexpérience. Je fais court, mais à un moment, pour pouvoir gagner, Robb Stark a besoin de traverser le fleuve Verfurque dans le Conflent, et il conclut un marché avec le lord du coin Walder Frey, qui lui permet de passer, et ainsi de gagner la bataille, en échange de quoi Robb devra, une fois la guerre gagnée, prendre pour épouse l'une des filles de Walder Frey qu'il souhaite absolument marier. Can I refuse? Not if you want to cross. Then I consent. Contre l'attente de ses ennemis, voire de ses alliés parfois, Robb va s'avérer finalement très bon chef de guerre et va faire preuve d'excellentes qualités à la fois stratégiques et de leadership, ce qui le place en bonne position pour gagner. Sauf que voilà, entre-temps, problème, il tombe amoureux d'une fille qui n'est pas la fille de Walder Frey, il tombe amoureux d'elle, il couche avec elle, et en bon fils honorable de Ned Stark, il va décider de l'épouser. Avant la fin de la guerre, sans en référer à personne, contre l'avis de tout le monde, il a rien dans le crâne. Et oui, vous l'aurez deviné, c'était une mauvaise décision. Pourquoi ? Parce qu'en tant que roi, la décision de se marier ou non ne concerne pas que lui. Elle concerne également tous les gens qu'il entend représenter en tant que roi du Nord. Je passerai sur tout l'aspect symbolique relatif à n'importe quel mariage royal pour me concentrer exclusivement sur l'aspect pragmatique de la chose. Dans ce cas précis, Robb avait fait la promesse d'épouser quelqu'un d'autre. C'est certes un peu un mariage arrangé, mais il avait, en tant que roi du Nord, donné son accord.
Then I consent. Pour épouser quelqu'un en tant que roi du Nord, et en conséquence, il est responsable de ses actes pour pouvoir gagner une guerre en tant que roi. Il aurait donc fallu là qu'il aille jusqu'au bout de ses décisions en tant que roi du Nord et qu'il les assume en mettant ses préférences personnelles de côté. Dans le cas présent, tenir parole, c'était pas tant une question d'honneur que de garder sa crédibilité auprès de ses soldats, auprès de ses troupes, auprès de ses bannerets et auprès de tout le Nord qui le soutient. Pour être crédible, un bon dirigeant est censé montrer l'exemple. Un bon dirigeant doit savoir sacrifier un peu de sa personne ou en tout cas de ses désirs personnels pour le bien de la communauté. Et c'est tout le contraire qui est impliqué par Robb Stark dans cette décision de se marier avec quelqu'un d'autre qu'une des filles Frey. La décision qu'il a prise de se marier par amour, ça montre juste qu'il n'a pas été capable de faire passer le bien de sa communauté avant son petit plaisir personnel. Et en faisant ça, il montre, confirmant ainsi tous les doutes et toutes les questions qui ont été soulevées autour de son âge et de son inaptitude, eh bien il montre qu'il n'est jamais qu'un gamin et qu'il est inapte à gouverner. Et on peut pas s'empêcher de se dire que c'est un peu vrai quand on le voit sacrifier le résultat d'une guerre, sacrifier ses sœurs qui sont encore à Port-Réal pour un désir individuel. C'est ce qui lui sera reproché très rapidement par ses bannerets, c'est ce qui fera pencher la balance en faveur d'une trahison de certains de ses bannerets, de ses soutiens comme les Bolton par exemple, et c'est ce qu'il devra payer de sa vie au cours des Noces pourpres à la fin de la saison 3. Oui, parce qu'en plus, à la mauvaise décision, il a ajouté la naïveté en allant à un mariage organisé par l'homme dont il avait promis d'épouser la fille et qui se retrouve avec comme gendre à la place du roi du Nord, lui. Edmure Tully. Bref, voilà la première leçon ici qui nous est donnée par Robb Stark. Un bon dirigeant doit savoir faire passer le bien de sa communauté avant son bien individuel. Si tu es dirigeant, il faut que tu acceptes que tu as beaucoup plus de choses à prendre en compte que juste qu'est-ce que tu veux individuellement. Tu as des milliers, voire des millions de doléances, d'aspirations, de désirs à prendre en compte. En tout cas, si tu entends représenter une communauté. Ce qui m'amène à l'exemple numéro 2. Daenerys Targaryen. Attention, je ne vais parler ici que d'un moment spécifique dans la destinée du personnage de Daenerys. Pour une description plus complète de Daenerys, je vous renvoie au double épisode que j'ai fait dans cette même série. J'entre donc directement dans le vif du sujet. Daenerys est installée à Meereen, célèbre cité esclavagiste, où elle a fait vœu de mettre fin à ce système absurde et qui lui paraît odieux qu'est l'esclavage. On note quand même un level up par rapport à Robb Stark, puisque contrairement à lui, elle a très bien compris que le mariage était surtout une affaire politique quand on est dirigeant, et ce n'est donc pas de sa décision, qui est stratégiquement totalement discutable, de se marier à Isdar Zolorak que je veux parler ici. Ce dont je voudrais parler, ce sont les décisions successives qu'elle prend à Meereen, en croyant faire le bien de la communauté, mais qui en réalité font tout le contraire. Je commence par l'autorisation que Daenerys donne au fils d'un ancien maître esclavagiste d'enterrer son père selon les rites des riches nobles de Meereen, alors qu'elle avait donné des instructions spécifiques pour que les maîtres soient crucifiés pour l'exemple. Attention, je ne dis pas que j'approuve ces méthodes, c'est ça qu'elle a fait. Donc en tout cas, autoriser un fils à enterrer son père, finalement, ça n'a pas l'air d'être une décision si grave que ça en soi. Tu te dis, bon, ça va, il y a qu'une personne, ça représente rien par rapport au grand nombre de gens qui compose la cité de Meereen. Le problème, c'est que cette décision est une mauvaise décision au sens où elle donne une idée de la pente dangereuse sur laquelle s'engage Daenerys à ce moment-là. Elle préfigure en effet toutes les autres mauvaises décisions qui en ont découlé quelque part. Déjà, elle cède uniquement parce que le mec insiste. I cannot defend the actions of the masters. I can only speak to you as a son who loved his father. Let me have him brought to the temple and buried with dignity so that he might find peace. Et ça, c'est déjà pas méga bon parce que ça montre qu'elle ne gouverne pas avec sa raison, qu'elle ne prend pas cette décision grâce à sa raison. Et surtout, ça montre que Daenerys est sensible aux pressions de la part de ceux qui voudraient lui faire changer de politique. En gros, elle culpabilise dès qu'il y a un lobby qui lui envoie un représentant pour verser des larmes de crocodile. J'ai perdu de l'argent. Et ça, c'est pas du tout bon signe, surtout quand tu prétends changer de système. D'autant qu'elle va récidiver quand la même personne vient pour lui demander qu'elle rouvre les arènes de combat, qui sont synonymes d'esclavage puisque les hommes qui se battent dedans sont tout sauf des hommes libres. Elle finit par céder, mettant ainsi en cause tout ce pourquoi elle se bat depuis le début. Et en cédant à cette pression, eh bien, elle va à l'encontre du vœu qu'elle a formé, celui de finalement protéger toute la communauté de Meereen des tentatives de retour à l'ancien ordre totalement injuste qu'était l'esclavagisme. Elle se laisse encore une fois fléchir par l'argument de la liberté individuelle, selon lequel les gens qui vont se battre dans les arènes, ce sera cette fois-ci des hommes libres, en oubliant au passage que dans la ville de Meereen, dans l'ordre social qui est imposé à Meereen, eh bien tout le monde ne naît pas avec la même liberté non plus. Et c'est là le problème en fait des décisions que prend Daenerys Targaryen
Targaryen quand elle gouverne la cité, c'est qu'elle est tellement sensible à la souffrance qui est en face d'elle que dès qu'elle voit quelqu'un souffrir, elle veut lui venir en aide personnellement. I will see each and every one of their faces. Remove her collar before you bury her. Et quelque part, c'est ça qui fait sa force, parce que ça la motive à aller libérer des villes entières juste parce qu'elle voit des gens qui souffrent, mais en même temps, ça peut aussi être utilisé contre elle, comme dans le cas là, avec les nobles qui sont finalement prêts à tout pour établir l'esclavage qui leur apportait beaucoup de pognon. Dès qu'elle voit quelqu'un en souffrance, elle ne peut pas s'empêcher d'essayer de faire son bonheur individuel. Et elle laisse donc ainsi son jugement être obscurci par des problématiques qui sont individuelles, qui lui causent certes une émotion forte et qui la motive à vouloir régler le problème tout de suite dans l'instant, mais seulement pour la personne concernée, en oubliant au passage le tableau global de la communauté. Je pense au moment où elle donne plusieurs dizaines de chèvres à un fermier dont la chèvre a été mangée par un de ses dragons, au fait qu'elle va enfermer ses dragons directement après que le papa d'une petite fille lui amène le corps calciné de celle-ci, mais je pense surtout au moment où elle autorise un ancien esclave affranchi à retourner travailler pour son maître sous la justification qu'il lui a donné lui, qu'il est vieux et qu'il ne connaît rien d'autre et que du coup il peut pas s'adapter à un autre ordre social. Alors c'est tout à fait compréhensible d'avoir envie de faire individuellement le bonheur de ce gars-là en particulier. Mais si tu es Daenerys Targaryen et que tu penses qu'il faut abolir l'esclavage pour mettre en place un système qui est plus juste, il faut apprendre à ne pas se laisser guider par l'émotion d'un moment. Notamment quand ça met en péril la communauté. Sinon, n'importe quel trou du cul manipulateur peut venir te faire faire exactement ce qu'il veut et en mettant ainsi en danger l'ordre fragile que tu essayes d'instaurer. Et c'est ça que les décisions que prend Daenerys provoquent en réalité. Au lieu d'un bonheur individuel, on se retrouve avec une mise en péril de cet ordre qu'elle essaye d'instaurer et qui est fragile parce qu'il est nouveau. Et c'est pour ça que ce sont des mauvaises décisions. Parce que, en faisant passer, je vais dire par manque de discernement, un intérêt individuel, je veux retourner bosser pour mon ancien maître, au-dessus de l'intérêt commun, l'abolition de l'esclavage, elle montre ainsi qu'elle est mal placée pour gouverner et qu'elle est encore plus mal placée pour briser la roue, cette structure qui, selon elle-même, écrase les petites gens sur son passage. Par empathie, Daenerys va mettre l'intérêt individuel au-dessus de l'intérêt commun. Alors voilà peut-être une leçon à tirer des mauvaises décisions prises par Daenerys Targaryen à Meereen face à un choix, face à un dilemme. Un bon dirigeant doit toujours garder en tête l'intérêt général, le tableau global, et ne pas se laisser fléchir par les intérêts particuliers. Ça ne veut pas dire qu'un dirigeant doit être insensible à la souffrance, surtout pas, mais cela veut dire qu'un dirigeant doit garder en tête que le bonheur commun n'est pas juste une somme de bonheurs individuels. Ce qui m'amène à l'exemple numéro 3. Jon Snow. Jon Snow, lui, pour le coup, a très bien compris ça. De même qu'il a très bien compris qu'un leader devait avoir le sens de l'abnégation et du sacrifice de soi. Peut-être même un peu trop des fois. Pour rappel des faits, je parle du moment où Jon Snow vient d'être élu commandant de la garde de nuit alors qu'il s'est même pas présenté. C'est dire si les gens l'aiment bien, ou si le choix de base était juste tout pourri. Bonjour et bienvenue à notre grande soirée électorale pour l'élection du 999e commandant de la garde de nuit. Nous vous rappelons les candidats, Sir Alliser Thorne, dit FDP numéro 56, grand favori de cette élection, et Sir Denys Mallister, un mec tellement important dans l'histoire qu'on a utilisé un dessin basé sur le bouquin parce que personne sait à quoi il ressemble mais tout le monde s'en fout. Et voici enfin le résultat tant attendu. Nous allons vous dévoiler dans quelques secondes le visage du vainqueur. Et énorme surprise, c'est Jon Snow qui est élu à une voix près. Mais il avait ses 500 signatures, lui ? Bref, Jon Snow, élu à une voix près, se met au boulot dès qu'il est élu. Conscient de la menace que représente l'armée des morts pour tout le royaume et pour la garde de nuit en premier lieu parce qu'ils sont stationnés à la frontière, et aussi conscient du fait, parce qu'il a vécu avec eux, qu'il y a encore tout un tas de gens vivants de l'autre côté du mur qui courent un danger, il décide de les ramener, ces sauvageons, pour les protéger du bon côté du mur. Sauf que voilà, ces sauvageons qui vivent de l'autre côté du mur n'ont absolument pas bonne presse auprès des gens du royaume et encore moins auprès des gens de la garde de nuit. Bah oui, parce que périodiquement, les sauvageons essayent de passer le mur, ils pillent des villages, ils s'affrontent avec la garde de nuit, ils sont repoussés, etc., etc. Jon Snow, lui, qui connaît les deux communautés de l'intérieur, il sait qu'il s'agit surtout de méprise et d'erreurs qui ont construit au fil des siècles un antagonisme, waouh, j'ai utilisé le mot antagonisme, un antagonisme qui semble indépassable entre les sauvageons et la garde de nuit, alors qu'en vrai la menace est pas du tout là, et que les deux communautés pourraient s'entendre pour faire
faire face à l'armée des morts. Bref, comme l'hiver approche, Jon Snow prend la décision d'aller les chercher, tous ces vivants qui restent au-delà du mur, et de les laisser franchir la frontière sans les décimer tous comme le fait la garde de nuit habituellement. En vrai, c'est au moins autant une décision pragmatique qu'une décision qui relève de la philanthropie. Au-delà du fait qu'il veut sauver des vies, parce que pour les pauvres sauvageons, c'est pas cool d'être dans le froid avec un magicien ultra puissant qui essaie de te transformer en zombie. En vrai, plus il y a de gens qui restent de l'autre côté du mur, et plus l'armée des morts va grossir. Et donc, plus ce sera difficile pour la garde de nuit et le royaume de réussir à passer l'hiver. Jon Snow, il y va donc pas juste pour sauver des vies, mais parce qu'il sait que les vies qu'il sauvera seront du bon côté, du côté des vivants au moment où l'affrontement final de l'hiver arrivera. Et franchement, vu la gueule de la garde de nuit, il va pas cracher sur un peu d'aide. Le truc, c'est que ses frères de la garde de nuit, à Jon Snow, ils le savent pas tout ça. Eux, la plupart ont pas vu l'armée des morts, au mieux ils sont incrédules, au pire ils sont hostiles à Jon Snow parce qu'il en parle, et surtout pour eux l'ennemi principal c'est quand même les sauvageons. C'est eux qui les agressent depuis qu'ils sont rentrés dans la garde de nuit. We've been fighting them for thousands of years. They've slaughtered villages. They've slaughtered our brothers. Donc franchement, entre une menace qui est réelle et que tu as vécue toute ta vie, je pense par exemple au petit Olly qui a vu ses parents se faire massacrer sous ses yeux par une horde de sauvageons avec des tennes. Donc entre ça et une menace dont parle Jon Snow mais qui a juste l'air d'être une histoire qu'on raconte pour faire peur aux enfants, même si ça fait vraiment flipper en vrai, du coup moi je suis dans la garde de nuit et je me dis mais il est cinglé le mec, il va tous nous faire tuer. You have a good heart, Jon Snow. It'll get us all killed. C'est normal finalement que ses compagnons de la garde de nuit réagissent comme ça. Alors pour autant, est-ce que la décision de Jon Snow d'aller sauver ces sauvageons est une mauvaise décision? Absolument pas. C'est la bonne décision que fait Jon Snow pour le coup. Il fait passer l'intérêt commun avant son confort personnel. Après tout, il aurait aussi bien pu rester là assis dans son bureau avec son feu de cheminée, laisser venir et on lui aurait fichu la paix. Mais non, il va tout risquer pour faire ce qu'il croit juste. Et il ne se laisse pas non plus fléchir par une somme de doléances et de demandes individuelles. Parce que à peu près chaque personne dans la garde de nuit lui dit c'est n'importe quoi ton truc. Et il est capable de voir le tableau global et de prendre une décision qui va à l'encontre des intérêts personnels pour défendre la communauté sur le long terme. Et ça, c'est une excellente qualité chez un dirigeant politique. En y allant, il fait donc ce que ni Robb ni Daenerys n'ont réussi à faire dans les deux exemples que je viens de citer. Il met à la fois sa personne et son émotion de côté pour faire le bien. Et il le fait en plus au péril de sa vie. Alors, si c'est une bonne décision en soi, pourquoi est-ce que j'en parle? Quelles leçons y a-t-il à en tirer? Est-ce que c'est parce que le dirigeant a raison? C'est le cas de Jon Snow, mais finalement, en tant que spectateur, t'es bien le seul à le savoir parce que t'as une vue d'ensemble. Est-ce que c'est parce que le dirigeant a raison qu'il doit forcément imposer son choix à tous ceux qu'il représente sans avoir de compte à leur rendre? Eh ben non. En tout cas, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que là, dans ce cas précis, certes, Jon Snow a raison, mais ça aurait aussi bien pu ne pas être le cas et tout le monde aurait fini étripé par des sauvageons parce que le dirigeant aurait pris une décision qui allait à l'encontre de la volonté générale. Et ça, il n'y a pas moyen de le savoir avant de le faire. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le dirigeant ne doit pas oublier de prendre en compte la volonté générale non plus. J'entends par là la volonté générale de la communauté qu'il sert, bien entendu. Et l'erreur de Jon Snow, ça a été de prendre cette décision, même si c'était la bonne, de la prendre sans rien expliquer, ou si peu. Quand on regarde comment il a essayé de défendre son truc, il a surtout mis en avant l'argument selon lequel les sauvageons étaient des gens comme tout le monde, et qu'il fallait les aider. Men, women and children will die by the thousands if we do nothing. Ce qui est un argument totalement irrecevable pour des gens qui ont passé leur vie à les combattre avec des raisons de le faire. Let them die. We got our own to worry about. Et il a préféré mettre en avant cet argument-là plutôt que de leur exposer la vérité de ce qu'était le choix, de ce qu'était le dilemme, de manière honnête. Il en parle un tout petit peu, mais c'est vraiment pas ça qu'il met en avant. Il aurait vraiment dû insister sur l'idée que si on les aide pas maintenant, qu'on prend pas certes ce qui est un grand risque maintenant, on est sûr et certain de se retrouver avec une menace sûre et certaine dans 2 mois, 3 mois, on sait pas, mais très très bientôt. Donc en fait, au lieu d'avancer l'argument pragmatique et de leur expliquer comme si c'était des grandes personnes à même de comprendre des arguments rationnels, il choisit de tout garder pour lui et il prend peut-être son rôle un petit peu comme une responsabilité qui lui incombe individuellement. They burnt my village. They put an arrow through my father's head right in front of me. They butchered my mother. Everyone I ever knew. I know this is hard for you, but winter is coming.
alors qu'il est censé représenter la volonté de la communauté, d'autant plus que contrairement à la plupart des dirigeants à Westeros, Jon Snow est élu. Donc c'est qu'il représente bien quelque chose qui est au moins de l'ordre de la volonté commune d'une majorité. Donc son erreur ne tient pas dans la décision, qui est de fait la bonne, mais dans une conception, je dirais, individualiste du pouvoir, où le dirigeant devrait tout seul savoir prendre les bonnes décisions. Et le pire, c'est qu'il le fait même pas parce qu'il a envie de garder le pouvoir pour lui tout seul, il le fait pour les épargner. Et il choisit d'assumer la responsabilité tout seul. Sauf que quand t'es dirigeant, tes choix, ils ont des conséquences sur ta communauté, donc ils impliquent ta communauté. Ça veut dire que tu ne dois pas faire l'impasse sur l'explication de tes décisions. Ça veut pas dire que tu dois leur imposer des décisions à la con en faisant de la pédagogie. Ce serait une interprétation totalement malhonnête de ce qu'est un dirigeant politique de dire ça. Mais en fait, c'est que Jon Snow, avant de partir, il aurait dû faire l'effort de les convaincre qu'il prenait la bonne décision pour tous. Mettre l'accent sur le fait qu'il y avait une menace qui était à 100% sûre, plutôt que sur l'argument de la philanthropie et c'est trop des gens comme nous et tout ça, ça aurait permis que sa communauté se dise qu'il y avait peut-être une bonne raison en fait de faire ça et qu'il n'était pas juste en train de les trahir pour favoriser un ennemi millénaire. Donc c'est pas parce que t'es dirigeant que t'as un blanc-seing pour faire n'importe quoi. Et c'est pas parce que t'es dirigeant et que t'as été élu que ça te dispense de chercher en fait le soutien de ta communauté. Plus que d'expliquer, il s'agit en réalité de convaincre. Parce que t'auras beau avoir toutes les qualités requises pour savoir peser le pour, le contre et prendre les bonnes décisions au final, comme c'est le cas de Jon Snow, t'auras beau être capable de mettre de côté ta petite personne et de faire preuve d'abnégation pour faire passer le bien commun avant. T'auras beau être capable de ne pas te laisser submerger par des émotions individuelles et de garder en tête le tableau global, ce que nous apprend ce passage au final, c'est que t'auras beau avoir tout ça, sans ta communauté, sans le soutien de ceux que tu es censé représenter, tu n'es rien et tu te retrouves avec 12 coups de couteau dans le bide, pour la montre, les vrais savent, parce que tu auras juste l'air d'avoir trahi la volonté générale de ta communauté. Alors, en conclusion, comment prendre les bonnes décisions quand t'es dirigeant politique ? C'est compliqué. Il faut savoir effectivement se mettre soi-même de côté pour défendre l'intérêt de sa communauté. Il faut se rappeler que l'empathie ne suffit pas et que faire passer individuellement tous les autres avant soi-même, c'est pas la même chose que de faire le bien de ceux qu'on sert. Et ne pas oublier, aussi lourde que soit la responsabilité qui t'incombe en tant que dirigeant, tu n'es pas tout seul. C'est pas parce que t'as été élu que ça te dispense d'écouter ceux qui t'entourent, ceux qui ont fait ce que tu es, ni d'essayer de les convaincre si tu penses que ce que tu as à faire est juste. D'ailleurs, si tu y crois vraiment et que tes raisons sont bonnes et que tu les expliques correctement, y a pas de raison que ta communauté te soutienne pas en fait. Oui, parce que les gens sont pas stupides, ils se disent « Ah bah oui, c'est censé en fait ce qu'ils nous racontent ». C'est quand tu leur mens ou que tu ne leur dis rien que ça pose problème. C'est quand ils ont l'impression que tu fais juste semblant de servir leurs intérêts et de servir la volonté générale, mais que tu ne le fais pas réellement, que ça commence à poser problème. Alors c'est quoi une bonne décision au final ? On va revenir à Jaime Lannister qui plante son épée dans le dos du roi fou. Ça, c'est l'exemple ultime du sacrifice de soi, du sacrifice de son honneur pour la communauté qu'il a finalement juré de servir. C'est l'exemple ultime de l'abnégation, de l'homme qui est prêt à trahir l'empathie qu'il peut avoir de manière individuelle vis-à-vis d'un homme, le roi fou, pour garder en tête que cet acte qui est immoral en soi peut-être au final l'acte le plus moral de tous. En tout cas, quand on prend en compte ce qu'il implique en termes de bien et d'intérêt commun. Tout ça, en plus, sur l'instinct d'un moment vraiment particulier qui a duré une fraction de seconde. Alors attention, c'est pas parce que tu prends une bonne décision une fois dans ta vie que tu vas toujours prendre les bonnes décisions et que tu vas être un leader irréprochable. Ni inversement d'ailleurs, une mauvaise décision ne veut pas dire que tu en prendras toujours des mauvaises. L'important c'est peut-être surtout de les assumer et d'en parler dans les termes avec lesquels il convient d'en parler. Malgré les moqueries dont il a été l'objet pendant les 15 ans qui ont suivi le moment où il a poignardé le roi fou dans le dos, Jaime, il a assumé sa décision jusqu'au bout. Mais c'est vraiment quand il explique ce choix, une quinzaine d'années plus tard, à Brienne de Tarth, qu'on se dit qu'une bonne décision politique, si elle est expliquée de la manière dont le choix s'est posé avec toutes les ramifications que cela impliquait, à des gens pour qui le bien et la loyauté est finalement la chose la plus importante, comme Brienne, eh bien cette décision, cette bonne décision est reconnue comme telle. Tell me if your precious Renly commanded you to kill your own father and stand by while thousands of men, women and children burned alive, would you have done it? Would you have kept your oath then? Parce que pour que Brienne
qui est au moins aussi obtus niveau honneur que Ned Stark, pour que Brienne comprenne pourquoi Jaime a rompu son serment, c'est peut-être que Jaime Lannister est un bien meilleur serviteur du bien commun qu'il n'en donne l'impression. Et que là où il s'en va à la fin de la saison 7, après avoir encore pris la bonne décision de quitter Cersei, cette qualité risque fort d'être très utile au royaume tout entier, Dracarys.